Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle, Titouan pour vous servir en cette période de fête. On espère que tout va bien. On a suivi joyeusement nos Celtics pendant cette période de décembre et on peut dire qu'on était sur une période un peu délicate et on voulait en parler et faire un petit épisode parce qu'on a vu et lu beaucoup de choses un peu sur le petit oiseau bleu, enfin qui est plus un oiseau bleu d'ailleurs maintenant, qui est un X. Et voilà, on a vu des choses intéressantes, d'autres moins intéressantes, des trucs qui nous ont fait un peu tiquer. Donc voilà, on voulait en discuter avec vous dans un épisode un peu free flow, comme le dit très bien l'acolyte que je vais vous présenter qui est avec moi, Azad. Salut Azad. L'alcoolique que je vous présente. L'alcoolique. Eh ben, écoute, ça va, tranquille. Enfin rentré à Grenoble, donc voilà, mon 10-day contract parisien, c'est enfin terminé. Je suis de retour dans la ville, donc tout va bien, tout va très très bien. Et puis cool de voir, je suis assez content entre guillemets de voir des Celtics devoir faire un peu face à de l'adversité parce que ça peut être un peu barbant de suivre une saison régulière où tout est trop simple. Surtout quand tu viens de gagner un championnat déjà. Donc je trouve ça cool qu'il y ait un peu d'adversité. Mais ouais, non, ça va. Puis je suis pas si inquiet que ça, donc tout va très très bien. Tout va très très bien. Ouais, de toute façon, on va en discuter, mais c'est vrai que peut-être que la seule raison pour laquelle les Celtics sont un peu moins bien en ce moment, c'est qu'ils avaient peur qu'on s'ennuie et du coup ils se disent bon bah on Voilà. va rajouter un peu des défaites au calendrier pour C'est pimenter des un mecs peu. sympas. Et du coup, la troisième personne avec nous pour ce podcast, c'est Vincent. Salut Vincent, comment tu vas? Salut les gars, ça va très bien, malgré une citation de mon joueur préféré d'hier soir, qui a dit I think this might be the toughest stretch that I've been on since I've been here in the Celtics. Derek White a déclaré ça. Je le trouve très inquiet, notre ami Derek, quand même, malgré tout. Oh là là, ouais, franchement, s'il commence à en faire autant que mes collègues du Celtics Blog. Mais attends, justement, c'est une retranscription de ta collègue Noah Dalzell, parce qu'il faut qu'on la cite, vu que c'est un tweet que j'ai sous les yeux, que j'essaie Ok. de lire avec un accent merveilleux. Ouais, bah après, peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'avait pas connu une si, Ouais, il a si perdu des mauvaise finales période. quand même. Et il a dû oublier les matchs 4, 5, 6, l'ami Derek. En tout cas, ouais, en même temps, moi aussi, j'essaye de les oublier. Mais bon, Voilà, apparemment, c'est exactement. pas la journée. Bon, bah, après, finalement, il a perdu les finales, mais du coup, mathématiquement, en finale, il a perdu 4 matchs. Alors là, au mois de décembre, il est sur une série d'un peu plus de 4 matchs perdus. Ouais. Mais en plus, les finales, c'était de sa faute. Bref. Non, c'est catastrophique, quoi. Ça c'est fait. Ça commence. Non, mais Ah, je trouve que d'accord. c'est un peu abusé. Puis, bah, je pense, ouais, on peut un peu regarder, enfin, parler des chiffres qu'on mentionnait un peu hors antenne, juste pour donner un peu de contexte. Sur le mois de décembre, les Celtics, ils ont gagné 8 matchs et ils en ont perdu 7. Donc, tu as un peu à l'équilibre, ce qui est pas très bon. Par contre, ils ont un net rating de +8, ce qui est l'équivalent d'une saison à peu près à 55 victoires. Donc en fait, ils ont un niveau de jeu qui est très bon. C'est juste qu'ils ont perdu 7 matchs et dans ces 7 matchs-là, il y avait beaucoup de matchs serrés. Voilà un petit peu le contexte j'allais dire des Clippers, des Celtics au moment où on enregistre l'épisode. Et du coup, on s'était dit que ça pouvait valoir le coup d'un petit peu de partager nos avis sur ça. Donc, Tout à fait. Je rajouterais un peu dans les stats un peu plus globales à garder en tête, c'est que malgré du coup cette période un peu délicate, les Celtics restent toujours avec le troisième meilleur offensive rating de la ligue, ouais. 9e defensive rating. Donc les Celtics restent une équipe bonne, voire très bonne.
malgré cette mauvaise période. Donc ça, c'est quand même à prendre en compte parce que dans ce genre de période où t'enchaînes un peu quelques défaites, enfin voilà, que t'as pas de grosses streak de win, très souvent, voilà, on peut lire un peu à droite à gauche que voilà, parfois si on lit certains tweets, on a l'impression que les Celtics en fait ils sont plus en train de tanker pour Cooper Flag que de jouer le titre. Donc voilà, c'est quand même bon de, on va dire, remettre l'église au centre du village. Et l'autre point aussi qu'on avait parlé un peu en off, c'est que bah, comme tu l'as dit, malgré la période un peu délicate, ils ont quand même un bon net rating. Et en fait, c'est dû au fait que même quand ils perdent, les Celtics ne prennent jamais de branlée en fait. Et je crois que bah, c'est Vincent qui disait que les Celtics ont perdu cette année aucun match de plus de 9 points d'écart. Donc en double digit, donc à 10 points d'écart ou plus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment pris aucun blowout et tout. Donc ça montre bien que même quand on perd, même quand on n'est pas bon, exemple du match contre les Sixers, en fait, malgré ça, on est quand même dans le coup à chaque fois jusqu'à la fin du match. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui veut se lancer sur un point en particulier, qui veut aborder? Moi, je veux bien, ouais, tiens. Allez, vas-y, commence. J'ai pas grand chose. Faut mettre l'accent sur le fait que pour l'instant, on a affaire à une équipe qui est, je trouve, pas en grande santé. Globalement, c'est une globalité. On a eu l'absence de Porzingis qui était prévu. Il est revenu assez rapidement. Très clairement, sa cheville, elle bouge encore. Enfin, elle bouge encore. Mais pas dans le bon sens. Non, voilà, elle est un peu comme mon genou en ce moment, pas très stable. Voilà, c'est pas une grande stabilité. Donc, est-ce qu'il est parvenu trop tôt? Bon, là, il a repris un coup en match et tout, mais ça, c'est pas la folie. Pas top, hein. Non, le retour est pas bon, il est pas mobile. Enfin, il est pas comme le début de l'année dernière, donc bon. Petite point d'inquiétude, si on doit être dans les points d'inquiétude. On a un Jrue Holiday qui est pas pareil physiquement, qui est pas à fond. La période de décembre, on va un peu se focus sur cette période de décembre, là, qui est un peu la période de moins bien, puis c'est facile à analyser en plus sur les sites de statistiques et tout. On a un Derrick White qui est pas très bon. Je me demande si cette période de moins bien, elle correspond pas, et vous savez à quel point je l'aime et que je trouve qu'il est impactant, et ben cette période de moins bien, elle va bien avec une période où je le trouve pas très inspiré. Les deux joueurs que je viens de citer, comme par hasard, ont fait les JO, c'est-à-dire qu'ils ont été champions et ont enchaîné avec les JO. Très clairement, on a affaire à des intersaisons pour ces mecs-là, pas anodines, pas normales. Donc peut-être qu'on aura des up and down de physique. Derrick White est là, mais on le sent pas tranchant, on le sent pas inspiré physiquement. Et j'en ai un autre aussi qui m'inquiète et j'ai peur qu'il traîne ça un moment et je me demande s'il faudrait pas le mettre au frigo pour une plus longue durée. C'est Sam Hauser qui a des problèmes de dos depuis le début de l'année. Et je le trouve lent, je le trouve un peu à la rue parfois défensivement, pas en grande réussite sur le shoot, ça peut se comprendre s'il est en délicatesse avec le dos. Je suis pas un grand basketteur, ni même un grand médecin, ni même ce que vous voulez, mais je me doute qu'un dos un peu douloureux ou dans lequel on n'a pas une pleine confiance, ça va pas être évident pour avoir de la précision au niveau où lui peut l'avoir. Donc ça fait quand même un groupe de joueurs qui est pas en pleine forme physique, et on pourrait rajouter alors Ford qui lui juste fait son âge. Je trouve qu'il les fait bien, mais c'est pas catastrophique, mais malgré tout on peut pas lui demander d'être super héroïque à chaque match. Forcément il y a des matchs où il est un peu plus à la ramasse que d'autres. Voilà, ça fait un groupe qui est pas en grande forme, et je trouve que le physique et d'ailleurs l'implication physique est pas du tout la même à tous les matchs. Il y a des fois on est clairement très tranquille. J'ai à l'esprit la deuxième mi-temps contre le Magic, où très clairement, dès les 5 premières possessions du troisième quart-temps, c'est-à-dire que ça revient, on mène de 13 ou 14 points, ça revient, on n'est pas du tout dans l'intensité que le Magic nous a proposé sur ce match-là. On se fait attraper alors que l'équipe elle est décimée, l'équipe d'en face est décimée, juste sur de la défense de leur part, excellente, mais sur une intensité physique qu'on n'a pas du tout été capable de matcher. Ouais, je suis assez d'accord sur tous les points, surtout Sam Hauser qui avait réussi à devenir à être plutôt neutre défensivement, donc pas bon, mais pas mauvais non plus. Là où, depuis quelques matchs, il se fait attaquer de manière assez répétée. Le match d'hier, du coup, c'est vraiment
une des stratégies, voire la stratégie principale de l'Indiana quand il est sur le terrain, c'est de le mettre dans les actions on-ball et off-ball, il est en retard assez régulièrement, et je pense que physiquement, il est pas dedans. Jrue Holiday qui est pas là non plus, du coup, il y a plus de minutes de Sam Hauser qui est du coup directement dans le 5 majeur. Du coup, tu as Jordan Walsh qui se joue 20 minutes par match, où du coup, le shooting, c'est toujours pas vraiment ça, et même s'il est très bon défensivement, enfin, il a des bons flashs et un bon potentiel défensif, il fait encore pas mal d'erreurs. Donc ça, c'est un peu problématique, mais j'avoue que moi, la plus grosse problématique de santé, ça reste quand même celle de Porzingis, qui a joué 11 matchs pour l'instant, mais en fait, je crois qu'il y a 3 matchs sur les 11 où il joue que le premier carton, parce que sur un tir, en plus, il se blesse à chaque fois tout seul. Il se blesse tout seul, souvent en attaque en plus. Et ouais, je suis un peu... je me demande un petit peu s'ils l'ont pas fait revenir trop tôt, du coup. Et surtout, genre, pourquoi l'avoir fait revenir aussitôt si en plus c'est pas si solide que ça. Il n'y avait pas Donc, je besoin en pense que plus. Hein. en fait, il n'y avait pas besoin, et ça a un peu, je pense, peut-être que, je sais pas, en plus, Boston, oui, il n'y avait pas besoin de se relancer un peu un dynamisme. Ils auraient peut-être dû le garder au frais, justement, pour une période où Boston allait avoir besoin d'une nouvelle dynamique. Là, c'était pas vraiment le cas. Et du coup, il y a Jrue Holiday qui est blessé, Sam Hauser qui joue avec des problèmes de dos, Porzingis qui est blessé. Du coup, Al Horford qui continue de starter des matchs, mais qui est de plus en plus Al Horford, donc vieux, quoi. Cornet qui fait ce qu'il peut, Keta aussi. Donc bon, le côté physique est un peu inquiétant. Je suis quand même plutôt content que les problèmes physiques arrivent à ce moment-là de l'année et pas en avril. Mais je pense que ça vaut peut-être le coup de quitte à lâcher des matchs, mais à être sûr que les mecs arrivent en forme au bon moment, quoi. Ouais, mais en plus, c'est vrai que c'est un point qu'on n'avait pas encore mentionné. Ça explique pas forcément les défaites, mais on va dire que ça nuance et ça évite d'être trop alarmiste. C'est que, comme tu l'as un peu dit, Azad, c'est qu'avec toutes ces blessures, c'est le fait qu'on fait tourner que Al Horford et Porzingis ne jouent pas les back-to-back, etc. On a du Jrue Holiday qui a loupé un peu des matchs, Jaylen Brown aussi. Et en fait, tout ça fait que on a vu du Peterson qui a parfois joué 20 minutes, voire plus. Ouais. Du Jordan Walsh qui, et pourtant vous savez à quel point j'adore, est pas encore tout à fait prêt pour jouer de Ouais. grosses minutes dans une équipe compétitive qui se retrouve à jouer de grosses minutes. Keta et Cornet qui ont parfois été titulaires. Enfin, faut se rendre compte aussi du nombre de minutes que jouent certains joueurs qui normalement ne devraient pas jouer autre chose que du garbage time, quoi, ou vraiment 10-12 minutes maximum. Donc, comme dit, ça explique pas forcément à chaque fois les défaites parce que c'est pas toujours dans des défaites que ces joueurs-là ont joué. Ouais. Mais ouais, c'est quand même un point à mentionner. Et l'autre point que je voulais mentionner, tant qu'on est un peu dans les bilans individuels, je pense pas que là aussi ça explique complètement les échecs, enfin le coup de moins bien des Celtics. Et je sais qu'Azad n'en parlera pas, donc je le fais parce que sinon personne ne va en parler. Mais Peyton Pritchard qui redevient un peu un humain en termes Oh, de c'est shoot. c'est pas sympa de dire que je vais pas en parler. J'en ai Tu parlé vas pas avec en parler en positif. Eh ben, écoute, en plus, j'avais sa page ouverte et je voulais en parler en positif, mais bon, je te laisse. Ah bah non, vas-y. Moi, je voulais juste dire que voilà, il redescend un peu dans des standards un peu plus humains entre guillemets en termes de shoot, même si ça reste bon. On va dire qu'il a eu voilà des petites passes de 3-4 matchs où il mettait plus forcément ses shoots, ou du moins pas au même niveau qu'il le mettait dans les premiers mois NBA, enfin de Ouais. la saison NBA. Et donc voilà, et ça aussi, ça peut, c'est du scoring en sortie de banc que tu as moins fatalement et qu'il faut remplacer du coup si lui rentre pas ses shoots. En Donc plus, il joue de plus en plus de minutes. Je pense que ouais, c'est ça ouais, ouais. aussi qui aide pas forcément pour qu'il puisse maintenir son efficacité. C'est qu'il joue de plus en plus de minutes et pas forcément dans le meilleur contexte possible. Parce que du coup, plus il joue de minutes, ça veut dire que les joueurs qui remplacent sont pas là. Du coup, ça veut dire qu'il joue dans un moins bon spacing que d'habitude. Là où il est le meilleur, entre guillemets, c'est quand il joue avec Derrick White, Sam Hauser et Al Horford par exemple. Et Tatum, tu vois, donc c'est le truc le plus favorable parce que du coup, il peut vraiment profiter un maximum de pas être trop défendu et de profiter d'un super bon spacing.
plus tu vas avoir de blessés, plus Peyton Pritchard il va avoir un vrai rôle de créateur et de titulaire. Et forcément, ça commence à coincer un peu. Mais moi, franchement, je suis hyper impressionné de sa saison. Je pensais jamais que ça deviendrait un joueur positif sur un terrain de basket. Et je trouve ça vraiment super cool pour lui et pour les Celtics qui gagnent vachement en profondeur avec ça, en fait. Donc, moi, je suis plutôt content de Pritchard. Et je pense qu'au contraire, si ça se passe pas trop mal ces derniers temps, c'est justement parce qu'il apporte quand même pas mal. Et il apporte de plus en plus au-delà de son scoring, je trouve. Je trouve qu'il apporte au rebond, notamment, il est vraiment hyper important pour réussir à faire continuer à vivre des possessions. Et je le trouve de mieux en mieux à la passe. Je le trouve de moins en moins trou noir. Donc, non, moi, je suis plutôt positif sur Peyton Pritchard cette année. Il m'a fallu du temps, mais maintenant ça arrive. Bon, pour moi, là-dessus, où je suis pas trop inquiet. En réalité, moi, il n'y a pas grand-chose qui m'inquiète. Pour moi, le gros point négatif de ce dernier mois, c'est clairement la défense, qui pour moi est quand même en dessous de ce qu'elle devrait être, surtout la défense de transition et la défense off-ball, donc en gros ce qui demande de la discipline. Je pense qu'en fait le talent défensif, ils l'ont. Je pense qu'ils n'ont pas forcément la discipline qu'ils avaient l'année dernière sur ça, et je pense que les minutes sans Porzingis, du coup, sont toujours assez problématiques. Moi, ce qui m'inquiète peut-être un peu, c'est que en enchaînant un petit peu les défaites au fur et à mesure, de plus en plus, et je le mets dans la fin du dernier article, les Celtics, ils vont finir l'année plus proche de la quatrième place de la conférence Est que de la première. Ouais. Après, est-ce que, enfin, je veux dire, on est quoi, 32 matchs, donc on n'est même pas à la moitié de la saison. Est-ce que on en est déjà au point de s'inquiéter pour le classement? En fait, pour moi, il y a deux questions à se poser là-dessus. Est-ce que le fait d'être deuxième et plus proche du quatrième que du premier à un tiers de la saison, c'est vraiment problématique? Et la deuxième question, c'est est-ce que de toute façon, c'est vraiment problématique pour les Celtics de ne pas être premier de la conférence? Moi, Vas-y, moi, Vincent, si moi, ce t'as... qu'il y a, c'est qu'il y a 3 semaines, je me disais, oh bah tiens, on finira premier ou deuxième tranquillement et tout, vu comment ça se goupillait, entre guillemets. Et là, effectivement, très clairement, je pense que dans 15 jours, les Knicks nous passent devant. Parce qu'on va avoir un calendrier hyper compliqué avec un road trip à l'ouest, avec des back-to-back de partout. On va jouer Je crois qu'on a un back-to-back Houston, OKC, un truc comme ça chez eux. Enfin, on va reperdre des matchs, c'est quasi une obligation, enfin presque automatique. Et effectivement, je m'attendais pas, peut-être un peu hautain et sûr de nos forces, à devoir regarder le classement dans cette période de Ouais. la saison, en fait, hein. Et effectivement, après, je sais pas, je me rends pas compte. De toute façon, tant que cette équipe, on la voit pas durablement au complet, on aura toujours ce côté. En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'on sait qu'elle peut, par exemple, très bien défendre. Mais si clairement on n'est pas à fond physiquement et dans l'implication, ben on verra ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire une équipe avec une défense bonne, c'est tout, pas plus, qui peut se faire ouvrir régulièrement, ou qui sera très bonne par des petites séquences quand elle le décide, entre guillemets, mais l'implication la durabilité de l'implication de l'année dernière, très clairement, on l'a pas depuis le début de l'année. Ça, c'est une certitude. L'année dernière, moi, j'avais loué ce côté un peu rouleau compresseur, ce côté défense bonne, voire très bonne tous les soirs et tout. Là, on n'y est pas du tout, ça c'est clair. Est-ce que ça vient des mecs qui sont moins en forme, de l'absence d'un pivot titulaire? Parce que le problème, c'est qu'Orford, si on lui demande de jouer que 20 minutes derrière Porzingis, je pense qu'il donnera 20 meilleures minutes que les 28 qu'il donne en ce moment parce qu'on lui tire bien sur la couenne, entre guillemets, à Papy Orford. Donc, ouais, ça fait pas mal de petites questions. C'est vrai qu'il y a 3 semaines, pour moi, je me disais, ah, ben, peut-être les Cavs iront chercher le premier seed parce qu'ils perdent pas un match. Je m'en moque un peu. Je pense que finir 3, 4 ou 5, c'est très différent de finir 2. Même deux, ça veut dire que tu vas jouer New York assez tôt, entre guillemets, et tu as aussi le fait que, ce qui est un peu gênant là-dedans dans tout ça, c'est que Philadelphie, c'est une équipe qui va finir en bas du classement de la conférence, donc potentiellement play-in, et s'il tombe au play-in, ça risque d'être l'équipe qui gagne son match de play-in.
Donc, si ton chemin pour arriver en finale, c'est Philadelphie, New York et Cleveland, ça fait un peu des flashbacks de Pas fou, ouais. 2022 et c'est pas forcément les flashbacks que tu préfères, en tout cas en tant que fan des Celtics. Donc, je me dis, la saison régulière, faut la prendre avec légèreté et vraiment, je pense qu'il n'y a pas des gros problèmes structurels dans l'équipe. Je pense que les problèmes viennent d'un petit manque de discipline et d'énergie qui sont liés au fait d'être les champions au titre et d'avoir potentiellement un peu de relâchement, ce qui est tout à fait normal. Ils viennent aussi du fait qu'il y a un peu des blessures, mais faut aussi bien se mettre en tête que s'il y a une saison régulière, c'est parce que justement c'est là où se décide un petit peu le confort que tu auras en playoff ou pas. Et il faudrait pas que ça vienne trop empiéter sur la vraie saison des Celtics qui commencera à mi-avril, parce que du coup ça va être méga important de au moins finir dans les deux premiers, quoi. Bon, après, au moins, les gens pourront pas dire que les Celtics ont eu un parcours trop facile comme en 2024. Ouais, mais il faudrait qu'ils y arrivent au bout de ce parcours, parce que sinon, si t'arrives pas au bout, tu as encore plus le truc de, bah ouais, une fois qu'ils sont tombés sur un vrai parcours, ils ont rien Oui, pu y faire, quoi. Moi, c'est vrai. après, franchement, quand je vois comment les Cavs cruisent là en ce moment, de pas finir premier, je trouve que c'est pas grave parce que dans l'esprit, le rythme qu'ils sont en train d'imprimer, il est difficilement tenable de toute manière. Euh, Bah, le problème, c'est que t'en étais pas si loin jusqu'au début du mois de décembre. C'est oui, juste que, enfin, ils ont perdu sur la totalité de la saison. Boston, ils ont perdu 9 matchs, un truc comme ça, et ouais. ils en ont perdu 7 ce mois-ci. Donc en fait, au début du mois, t'es pas si loin de ça que Cleveland. Donc bon, après, Cleveland peut connaître un mois de janvier comme Boston a connu un mois de décembre aussi. Après, bah, c'est ça, c'est que déjà, effectivement, je le rappelle, mais la saison, elle est encore assez longue, hein. Il reste une Ouais, cinquantaine de ouais. matchs, bah, 50 matchs d'ailleurs, tout pile. Donc, il peut se passer encore pas mal de choses. Et surtout, moi, c'est ce que j'avais noté, c'était un point que je voulais aborder, c'est plus la partie offensive, où on a lu beaucoup de choses comme quoi bah, les Celtics font que de shooter à 3 points, ils drivent plus, ils vont plus au cercle, etc. Et au final, bah, dans les chiffres, c'est pas tout à fait vrai en fait. C'est même le contraire. Enfin, donc j'ai repris, on en parlait en off, j'ai repris les statistiques sur drive, sur pull-up, donc au shoot et sur les paint touches entre ce que les Celtics ont fait cette saison, donc du début de saison à maintenant, et la même période l'année dernière, donc les 32 premiers matchs de la saison dernière. Et en comparant ces deux périodes, on voit que en 2023-2024, sur les 32 premiers matchs, ils ont fait 39,7 drives. Ils sont à 39,7 drives en moyenne, quand en 2024-2025, donc cette année, sur les 32 premiers matchs, ils sont à 38,7. Donc il y a seulement un drive de moins en moyenne par match par rapport à la saison précédente. Donc au final, enfin, c'est quasiment la même chose, quoi. Et pareil, si on va sur les paint touches, ils en font même un peu plus cette année, puisqu'ils sont à 22,4 paint touches pardon, par match, contre 20,8 il y a un an à la même période, enfin sur le même range de période. Donc globalement, les Celtics ne font pas que shooter à 3 points sans attaquer le cercle. Ils ont globalement le même jeu que l'année dernière, et c'est ce que tu disais, Azad. Euh, En fait, il n'y a pas vraiment un problème structurel des Celtics dans le sens où, en fait, ils ont les mêmes défauts et les mêmes qualités que la saison dernière qui les a emmenés au titre. C'est plus, comme tu l'as dit, peut-être une question d'effort, ou plutôt de sérieux, on va dire, dans le sens où je pense que humainement, t'es champion. C'est Vincent qui en a parlé du fait que t'as Giroud, Derrick White, Tatum qui ont fait les JO cet été, qui n'ont pas eu le repos qu'ils auraient pu avoir ou que d'autres joueurs ont pu avoir. Donc je pense qu'à mon avis, ils sont juste en mode roue libre. Et je serais pas étonné qu'on voit vraiment un coup d'accélérateur plus, tu sais, une fois le All-Star Game passé, si jamais il faut grappiller quelques victoires pour le classement, ou à l'inverse, une fois le All-Star Game passé, si on voit que on est tranquillement à la deuxième place, bah limite les cadres ça se repose et on verrouille la deuxième place et pas plus, quoi, pas plus d'efforts. Donc ouais, c'est juste pour dire que globalement dans le jeu, les Celtics jouent pas moins bien offensivement que la saison dernière.
Non, non, il demande D'ailleurs, un peu de variété en plus. Tu vois, je trouve que le fait d'envoyer de plus en plus Jalen Brown au post-up et de développer cette partie-là de son jeu, c'est intéressant. Je trouve que l'utilisation de Pritchard, elle est de mieux en mieux aussi. Sam Hauser a développé aussi petit à petit, de plus en plus, il prend pas que des catch and shoot à 3 points, il rajoute un petit peu d'attaque de close-out et du mi-distance. Donc je pense que l'attaque se diversifie aussi de plus en plus, ce qui ajoute peut-être un peu de variance qui fonctionne pas forcément aussi bien que prévu. Donc je pense pas que l'attaque pour moi ne pose pas vraiment problème, mais c'est plus peut-être l'exécution et la discipline. Tu vois, l'exécution, je trouve il y a un bon signe qui montre ça. C'est que par exemple, Boston, du coup, ils sont et ce qu'on appelle le win differential, c'est le nombre de matchs que tu as gagné et le nombre de matchs que tu aurais dû gagner. Et c'est vrai que c'est une des pires équipes à ce différentiel-là cette saison parce qu'en fait, ils ont un très très bon net rating, donc ils ont un très bon niveau de jeu. Mais ouais, ils ont un peu du mal sur ces fins de match, serrés. Donc je me dis, c'est peut-être aussi quelque chose à surveiller au fur et à mesure de la saison. D'ailleurs, tu disais par rapport aux Cavs, toujours dans cette comparaison des 32 matchs cette année par rapport aux 32 premiers matchs la saison dernière, on a 3 défaites de plus. On est à 23-9 cette année, on était à 26 victoires, 6 défaites la saison dernière. Ouais. Et juste, ça me fait penser que quand tu disais qu'on était très loin des Cavs, c'est vrai que si tu reprends le bilan de l'année dernière, on aurait du coup 3 victoires de plus. On serait beaucoup plus proche des Cavs, mais on aurait quand même un retard de une défaite et demie, en gros. Ouais, mais là, tu Mais, vois, les mais Cavs oui, et oui. les Cavs, les Knicks et les Celtics, ils sont un peu à un niveau. C'est rare d'avoir trois équipes qui sont aussi hautes en termes de net rating et de victoires dans une seule conférence, qui est aussi liée au niveau de la conférence, enfin, du fond de la conférence qui est très bas. Mais du coup, ça aide pas forcément, quoi. Donc, Ouais, voilà. mais en fait, je voulais juste dire que du coup, euh, l'écart qu'il y a entre les Cavs et les Celtics, certes, les Celtics ne jouent pas très bien, notamment défensivement, on en a parlé, hein, Ouais. mais il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Les Cavs sont vraiment très très forts sur ce début de Ouais. saison. C'est pas les Celtics qui sont pas assez bons, c'est vraiment les Cavs qui sont très très forts sur ce début de saison. C'est vrai, c'est Je vrai. vais peut-être aller un peu dans votre sens aussi là. Déjà, je voudrais pas qu'on prenne trop en référence l'année dernière parce qu'en fait, elle était quand même assez exceptionnelle. On a eu sur l'année, sur la saison régulière, un net rating au-delà des plus 10. Ça t'amène dans les meilleurs net ratings de l'histoire, hein, dans le top 10. Donc je pense que l'année dernière, le fait qu'on était épargné par les blessures, on a vraiment roulé sur tout le monde du début à la fin de l'année. Donc clairement, enchaîner des saisons comme ça, il n'y a que les Warriors de KD qui ont pu enchaîner des saisons à ce niveau-là d'excellence. Donc effectivement, on se retrouve un peu moins bon et avec un bilan un peu moins bon que l'année dernière. Mais au final, sur ce mois-là, le fameux mois qui devrait nous inquiéter, même si nous on est un peu nuancé, on va dire, on est très nuancé dans ce mois-là où on est à 7 victoires, 6 défaites, on shoot à 34,4% à 3 points. Effectivement, on en prend encore plus que l'année dernière. Pour le coup, on est 23e sur cette période-là, sur cette période de 13 matchs. On est clairement en sous-chauffe. Et quand on voit tous les matchs qu'on perd de 4 points, de 5 points, en shootant si mal sur cette période-là, plus le fait des petits fun facts, la double défaite contre le Magic et les Sixers, on perd de 4 points ces deux matchs-là contre des équipes, je vous l'ai dit en off, qui ont shooté à 100% au lancer franc. C'est très rare en fait. J'avais vu passer des trucs comme quoi en fait euh, prendre deux matchs consécutifs où l'équipe adverse elle shoot à 100% au lancer franc, c'est super rare. Alors c'est des petits fun facts mais qui font aussi que très Ouais. clairement c'est des matchs qui auraient pu se jouer à un tir à 3 points d'un côté, deux lancers francs de l'autre Un de Caleb rater. Martin de l'autre. Ah, Ouais. voilà, tu m'y fais penser en plus vraiment sur les Sixers. En fait, c'est un match important, c'est le match du Christmas Day, donc il a été vu par beaucoup de monde. En plus, apparemment, les Oui. matchs ont été beaucoup vus. Donc, on ressort de ce match-là. J'entends, je lis plus que j'entends. Waouh, performance très solide des Sixers. Ça parle pas trop de Boston, mais surtout très solide des Sixers. Les Celtics ont un parti pris de laisser Caleb Martin shooter, de manière à laisser. C'était le shooter qu'on laissait shooter pour que Porzingis reste proche du panier pour protéger le panier.
J'aurais pas fait ce choix parce que quand Caleb Martin joue Boston, il est top 15 NBA, je le dis souvent. On se retrouve à 7 sur 9 à 3 points de Caleb Martin. En carrière, ce mec-là est à 30%, 31%. Il met peu de tirs. Et il n'y a qu'à voir le tirer, on comprend pourquoi. Donc, il a un coup de chaud incroyable. Il shoot à 100% lancé franc et on se retrouve à 4 points. On perd de 4 points contre ces Sixers-là. Ce serait presque des défaites où moi, si j'étais les Sixers, je serais inquiet de gagner que de 4 points contre ces Celtics-là, en fait, qui finalement, il n'y a pas grand-chose qui vont en leur faveur, et tu te retrouves qu'à gagner que 4 points. En fait, finalement, c'est presque une défaite qui est encourageante, presque. C'est les fameuses défaites encourageantes, les défaites positives. Voilà. Après, Bah oui, contre mais le en fait, Magic, c'est un peu différent, parce que le Magic est décimé, on doit les désosser, et on le fait pas. Oui, ça c'est un. Mais après, il y a pas. Tatum, mais pas là. Ouais. Ouais. Donc ça aide pas. T'as la défaite contre Memphis aussi, où en réalité, t'as une mini surchauffe du côté de Memphis aussi. Enfin bon, les défaites de Boston sont un peu, entre guillemets, elles reflètent pas forcément le vrai niveau de jeu des adversaires. Tu vois, même contre les Sixers, Embiid il fait 4 sur 5 à 3 points, alors que du coup, bah, d'habitude, t'es plutôt du genre à concéder son pick and pop sans trop t'inquiéter. Tu te fais punir 4 fois sur 5, ça aide pas non plus. Donc bon, je pense que le nombre de défaites est pas un indicateur inquiétant, mais j'ai quand même une petite voix dans ma tête qui me dit qu'il faudrait pas qu'il y ait trop de défaites non plus, parce que même s'il y a beaucoup de défaites, ça restera pas inquiétant en termes de niveau de jeu, mais ça pourrait être inquiétant en termes d'impact sur les playoffs. Voilà, c'est juste mon. Je pense que l'avantage du terrain, on a quand même vu que ça pouvait être utile, notamment lors des finales. Oui. Donc bon. Ouais, donc grosso modo, du coup, pas vraiment de grosses craintes en fait, si ce n'est peut-être le niveau défensif. Je sais pas s'il y a d'autres points que vous vouliez aborder, peut-être quelques mots sur Brown et Tatum. Azad, tu as parlé un peu de Brown tout à l'heure, notamment dans son utilisation. Je trouve qu'il a eu une grosse passe vraiment difficile là au mois de décembre, où non seulement il prenait pas des bons tirs, mais en plus il les mettait pas, et que défensivement il était retombé un peu on avait le mauvais Jaylen Brown. Je trouve que je crois que c'est le match contre les Pacers, la victoire contre les Pacers, donc pas le dernier, l'avant-dernier, où il met vraiment tout. Mais je trouve qu'il y a eu quand même des flashs de son utilisation, l'utilisation du Jaylen Brown qu'on aime bien, c'est-à-dire un peu en slasher off-ball, qui reçoit la balle lancée en fait. Je trouve qu'on en a vu de plus en plus. Est-ce que pour toi c'est du positif, ou tu penses que ce sera toujours, on changera pas de Jaylen Brown de toute façon? Bah, je pense qu'on ne le changera pas, mais c'est vrai que quand tu vois les problèmes qu'il a en réussite à 3 points, alors qu'il est en super réussite au cercle et qu'il arrive à bien provoquer des fautes, t'aimerais que la tendance vers plus de drive et plus de post-up se confirme un peu. Mais ce truc-là, en plus, il le fait bien. Et ce qui est pas mal avec le post-up, en fait, pour Jaylen Brown, c'est que ça met moins en... En fait, tu remarques moins ses problèmes de lecture de jeu quand il est sur post-up. Et ses problèmes de dribble aussi. Parce que du coup, son dribble a moins besoin d'être hyper fluide sur post-up. Et du coup, il le comble en plus par une grosse force au niveau des épaules, des abdos et même un centre de gravité qui est assez bas. Donc déjà, le post-up lui correspond beaucoup mieux en termes physiques et en termes techniques. Et en plus, comme c'est plus statique comme action, il peut mieux faire jouer son passing qui est en train de se développer. Donc en fait, le post-up lui correspond beaucoup mieux et met beaucoup plus en lumière ses qualités et cache ses défauts. Moi, je serais pour que ça se développe de plus en plus. Et je crois que c'est le joueur ou un des joueurs les plus efficaces sur post-up parmi ceux qui en jouent plus de 2,5 par match cette saison. Et c'est un de ceux aussi qui provoque le plus de lancers francs. Donc ça lui permet de retourner aussi enfin un peu plus sur cette ligne de lancers francs. Donc c'est vraiment que du positif de le voir faire du post-up. Ensuite, pour ce qui est de Tatum, il y a toujours beaucoup de pull-up, donc c'est le problème du pull-up, c'est que ça monte et ça descend en termes d'efficacité. Il a quand même vraiment bien retrouvé son tir, son dribble, et moi je trouve c'est vraiment amélioré, surtout de la main gauche. Le passing aussi a vraiment progressé et encore plus efficace au cercle qu'avant. Donc les deux font vraiment une bonne saison, hein. Les deux font une très bonne saison. Je pense que c'est surtout Tatum, il y a des problèmes d'efficacité chez Brand, mais c'est plutôt le reste peut-être qui peine à un peu confirmer ou être hyper régulier. Et c'est vrai qu'en fait là
les problèmes de régularité de chacun et de blessures des autres arrivent un peu tout en même temps, quoi. Ouais, mais c'est vrai que je vais finir sur Brown parce que tu l'as dit et je pense que c'est important de le mentionner parce que on n'a pas toujours été très tendre avec lui, notamment sur cet aspect du jeu, mais c'est son passing qui a énormément progressé. Bon, on avait déjà vu des progrès depuis quelques saisons, mais là, enfin, cette année, je trouve ça a vraiment passé un step. Et d'ailleurs, il a passé la barre des 20% d'assist percentage pour la première fois de sa carrière. Et les saisons précédentes, il était plus autour de 16-17. Donc il y a vraiment un bon step pour un usage qui est globalement resté le même entre 29 et 30 en gros. Donc ouais, non, c'est vrai qu'il y a des beaux progrès de Jalen Brown là-dessus. Et le retour de Porzingis lui fait du bien là-dessus parce qu'il a une bonne relation avec Porzingis. Mais on Ouais. l'a vu aussi, même sans Porzingis, on l'a vu être capable de faire du drive and kick, ce genre de choses qu'il faisait pas il y a 3, 4, 5 saisons en fait. Donc, Oh, il y a des ouais. vrais progrès, hein. Vincent, est-ce que Ouais, tu veux enchaîner sur... je suis un peu comme vous. En fait, pour moi, Brown, avant les 2 derniers matchs contre les Pacers, faut avoir à l'esprit qu'il met pas un tir de la saison. Enfin, il est vraiment mauvais au tir, que ça soit à 2 points, finition, 3 points, lancer franc, c'était pas dingue non plus, même s'il en prenait plus. Au moins depuis 2 matchs, on a retrouvé un Jalen Brown avec un peu d'adresse pure. Ça fait du bien, on en a besoin, et je pense qu'il en a besoin aussi parce que je pense que ces mecs-là ont quand même conscience que 7 sur 21 c'est pas top, même s'ils sont peut-être pas plongés autant dans les chiffres que nous. Je pense que les mecs, voir le ballon tomber dans le panier, ça fait du bien. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup, ce que vous avez développé, c'est que depuis le début de l'année, on n'était pas trop acerbe sur le niveau de Brown parce qu'il développait quand même pas mal d'autres choses, le post-up, le passing. En fait, le passing qu'on avait découvert, qu'on avait trouvé très bon sur les finales NBA, ben, c'est resté effectivement. Donc il y a plutôt des choses qu'on n'était pas habitué chez lui qui étaient plutôt positives. Si maintenant il arrive à retrouver un peu d'adresse, retrouver un niveau à 3 points décent, parce que Azad t'en parlait, quand il fait son post-up, ce qui est cool, c'est que du coup, tu peux avoir un spacing vraiment encore bien meilleur avec lui qui joue son post-up, parce que je considère quand même que c'est notre moins bon shooter, même si je sais pas si c'est le cas dans les chiffres, mais moi très clairement, si j'ai un mec à laisser tout seul en catch and shoot à Boston, c'est clairement Jalen Brown. Donc je trouve que c'est vraiment assez C'est intéressant. ce qu'avaient fait les Et il Warriors faut qu'il d'ailleurs. a... Ouais, qu'ils avaient tenté. Alors, le problème, c'est qu'il y a une équipe qui l'a tenté pendant un quart-temps. Ils ont pris 5-3 points dans le quart-temps et ça s'est arrêté. Et je pense que des fois, enfin, je sais pas. Moi, j'ai conscience que tous les coachs NBA à l'heure actuelle doivent choisir leur poison. C'est pour ça que quand on prend 7-3 points de Caleb Martin, et ben oui, ça peut arriver sur un match. Je veux bien voir une série. Est-ce que le mec peut en mettre 7 à tous les matchs? Je suis pas convaincu. Donc voilà, vu la qualité des attaques NBA, les défenses, elles sont clairement obligées de prendre des paris. Donc voilà. Et Tatum, j'ai pas grand chose à en dire en fait. Il avait franchement attaqué très 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 fort la saison. Il est toujours aussi bon à la passe, peut-être moins tranchant en défense. Vraiment, peut-être par rapport à l'année dernière, vraiment un Jason Tatum un peu moins fort en défense, peut-être. Et le scoring, il est en train de cruiser sa régulière, JT, là, j'ai l'impression, hein, vraiment. Et Ouais. il a pas loupé 2-3 petits matchs aussi pour le coup, ce qui est assez rare. Donc, Si, à il voir. loupe celui du Magic, de mémoire déjà. Ouais. Et Donc, il a dû en louper 2, je crois. mais bon, c'est tellement rare que du coup, on est obligé de le noter parce que c'est vrai que d'habitude, il loupe pas un match. Ça marche, ouais. Ça fait un beau petit tour, hein. Je pense qu'on Ouais, a je bien pense qu'on a résumé fait... la situation actuelle, mais voilà, se préparer et bien se mouiller la nuque pour le mois de janvier parce que ça fait Minnesota, Houston, OKC, Denver, Sacramento. Après, ça se calme un peu, Pelicans, Toronto, et Orlando, Atlanta, Golden State, Clippers, Lakers et Dallas. Ouais. Waouh. Donc, en Ouais. gros, on se retrouve fin janvier, soit pour un épisode pour dire bah finalement merci pour la bague et pour le back-to-back, soit un épisode où on dit finalement Cooper Flag à côté de Tatum dans la raquette, ça peut être pas mauvais. Non, mais on pourra Voilà, sortir un épisode sur les trades qu'on veut faire, quoi, vu qu'on va tout bazarder quand on voilà. aura Ça. perdu 12 matchs sur 15. Pour enfin envoyer Jrue Holiday à Memphis en échange de Marcus Smart. Et Jalen Brown contre Jimmy Butler. Oh, Ah oui, le voilà. fameux aussi.
Mais c'est Ça vrai que marche. le calendrier et ce que tu nous as annoncé là, Azad, je l'avais vu là. En plus, c'est un road trip à l'ouest là, qui est vraiment Ouais, ardu. ouais. Je pense qu'il faudra pas surréagir. On a le droit de perdre 3 matchs d'affilée quand tu vas jouer. Voilà, Minnesota, Houston, bien agacé et le Thunder. Genre, le Thunder, si tu t'en sors avec tout cet enchaînement de matchs, ça va être un match qui va être commenté et vu parce que c'est 2 des meilleures équipes NBA. On peut prendre une valise, très clairement. En plus, ils nous ont souvent mis en difficulté. Faudra pas surréagir, très clairement. Là, déjà, dans cet épisode, on a mis beaucoup de nuances. On pose des points d'interrogation sur des petites choses, effectivement. Mais je pense qu'à la fin de ce mois de janvier, il faudra pas surréagir. Admettons, on récupère pas un Porzingis encore foufou. Faut quand même avoir à l'esprit qu'à l'heure actuelle, quand Porzingis joue pas, on joue avec un pivot de 38 ans et 2 pivots minimum. Il y a plein Oui. d'équipes qui sortent pas de ce genre de truc. Non, mais c'est sûr. Mais en plus, en janvier, c'est 2 road trips. Houston, OKC, Denver. Enfin, Minnesota, Houston, OKC, Denver, c'est un road trip. Et Golden State, Clippers, Lakers, Dallas, c'est un autre road trip. Très bien, mais c'est... Après, ça peut être bien Celtics. Tu sais, tu te fais. Tu tapes. Bon, le Thunder, ils nous ont toujours mis en difficulté, mais tu sais, tu tapes Minnesota, les Rockets, Denver, puis tu perds à la maison contre les Kings parce que Porzingis n'est pas là et que les Kings ils jouent avec un coach intérimaire là et tu te fais taper par les Kings. Ça peut bien être Celtics, ça aussi. On surveillera toujours notre adresse à 3 points quand même, parce qu'à 34%, en prenant 50 par match, ça devient... À 34%, c'est plus très rentable. C'est tout de suite moins rentable que quand tu tournes à 38%, ouais, c'est clair. Ouais, très bien. Bah, les gars, merci pour ce petit tour. On mettra en descriptif de... Azad, t'en as parlé très brièvement, en descriptif de l'épisode, on mettra le lien vers ton article. Allez, chiche. Vers ton article pour le Celtics blog. N'hésitez pas à faire à commenter les articles d'Azad de manière positive, histoire de montrer que, contrairement aux Américains, on sait parler basket. Faut d'abord s'inscrire, hein, c'est très compliqué pour les vieux monsieur, il faut s'inscrire, qu'ils valident ton mail et tout. Les gars, merci beaucoup d'avoir apporté votre expertise et du coup on se dit peut-être dans un mois si tout se passe bien ou alors si tout se passe mal. Exactement, dans tous les cas on se verra dans un mois. Merci. Allez, ciao. La bise. Ciao. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.